On veut réfléchir un peu avec vous sur le mal, sur le comportement humain, le côté obscur de la force. Et ce n'est pas un format où un journaliste pose des questions à un prof et le prof répond, mais c'est plutôt une discussion improvisée. Donc, moi, je ne sais pas ce que M. Odetta va dire. Et donc, on va improviser un peu et on dépend aussi de vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions ou des choses à dire, des réflexions de votre part. Peut-être on commence par une malcompréhension du mal. Normalement, si on regarde un scandale comme Volkswagen, quoi qu'il soit, on a la tendance, et on le voit dans les médias, la tendance de dire, voilà, si une chose mauvaise se passe, il faut qu'un être humain mauvais en est responsable. Donc, on essaie d'expliquer le comportement par le caractère. La pomme pourrie, comme les Américains diraient, donc le bad apple. Donc on explique un scandale comme Volkswagen, par exemple, par le mal comportement des ingénieurs qui sont des personnes qui, par intention et poussées par leur caractère doutable, prennent des décisions immorales. Et si on regarde la recherche sur le comportement humain, on voit que l'histoire est un peu plus compliquée. Parce que souvent, ce n'est pas le caractère qui explique le comportement ou la prise de décision d'un manager ou d'un enseignant ou d'un médecin, quoi qu'il soit, mais le contexte. Le contexte peut être plus fort que l'homme. On peut créer un contexte qui est tellement fort que n'importe qui, dans ce contexte, va probablement faire la mauvaise décision. Et on aimerait commencer par quelques réflexions sur les expériences de la psychologie sociale qui ont été faites dans les années 50, 60, 70 pour comprendre mieux la pression ou la puissance du caractère. Commençons par l'expérience de Stanley Milgram, un psychologue à Harvard qui, à la fin des années 50, début des années 60, mettait une annonce dans les médias qu'il cherche des gens qui participent à une expérience sur la mémoire. Donc les gens arrivent, seulement toujours deux qui arrivent en même temps, et Milgram dit, un de vous doit être un enseignant, l'autre un étudiant. L'étudiant doit apprendre par cœur des paires des mots, comme fenêtre et bouteille, et la prochaine fois que le professeur dit fenêtre, l'étudiant doit répondre bouteille. S'il ne le fait pas, ou elle, ils vont être punis. Et pour la punition, le prof a devant soi une machine avec des boutons qui donnent des pressions, des chocs électriques. Commençons avec 15 volts jusqu'à 450 volts, ce qui est mortel. Et pour chaque erreur que l'étudiant faisait, le professeur devait avancer 15 volts, 30 volts, 45, jusqu'à la fin. Et Milgram dit, un de vous doit être un prof, un étudiant, et on doit décider. Donc la prise de décision était toujours manipulée. La personne qui était l'enseignant était là parce qu'elle a lu l'annonce dans les médias. L'autre personne était un membre de l'équipe de Milgram. Mais celui qui venait de l'extérieur ne le savait pas. Il était toujours l'enseignant. Donc le jeu commence. À un certain moment, l'étudiant donne des fausses réponses et l'enseignant punit. Et plus haut le voltage, plus haut les cris de l'enseignant. À 150 volts, il frappe la main au mur parce qu'il est dans une autre salle à côté. Il dit, j'ai des problèmes avec mon cœur, les douleurs sont trop grandes, je ne peux plus. Et chaque fois que l'étudiant ou l'enseignant hésite à continuer, Milgram dit juste deux choses. Continuez, et c'est moi qui assume toute la responsabilité. Et la question qu'il avait dans sa recherche, c'était jusqu'à quel point ils vont aller avec leur punition, sachant que la personne a des douleurs énormes et à un certain point, la personne se tait, plus de réaction. Jusqu'il y a un professeur dans un blouson blanche qui a l'air d'être un médecin qui dit « moi j'assume les responsabilités ». Et le résultat choquant, c'était que 65% des gens étaient prêts à
faire ce que le professeur voulait jusqu'à la fin, prêt à tuer. On ne peut plus faire des expériences comme ça aujourd'hui, donc on a des règles éthiques dans la recherche, mais la télévision française a répété l'expérience il y a 2 ans avec le résultat de 80% d'obéissance. Donc, même si le temps a changé, l'homme n'a pas changé. Ce qu'on peut dire, c'est si on a des règles qui montrent dans cette direction et une autorité qui montre dans la direction opposée, nous avons la tendance de suivre l'autorité et pas les règles. L'autorité et pas la raison. C'est ça qui est la pression de l'autorité. Et ça n'a rien à faire avec mon caractère. Donc si je suis l'autorité à faire des choses qui sont peut-être illégales, immorales, ça n'a rien à faire avec mon caractère. Et vous trouvez des contextes de pression forte, de peur, dans tous ces scandales, comme Volkswagen, comme France Télécom, d'autres scandales des organisations. Il y a toujours un contexte de peur qui vient de la pression de l'autorité. Donc le leader qui crée un contexte dans lequel ne pas obéir n'est pas une option. Voilà, juste pour une première réflexion. Ce que vous avez dit m'inspire sans doute beaucoup de choses. L'expérience de Stanley Milgram est, je crois, tout à fait fondatrice. On a essayé de l'imiter dans d'autres domaines comme la télé-réalité, c'est vrai. Il faut peut-être préciser également qu'elle a été faite dans d'autres pays, notamment par exemple en Jordanie, c'est-à-dire dans une culture complètement différente qui n'avait rien à voir avec la culture d'origine dans laquelle c'était fait, et les résultats étaient les mêmes. C'est-à-dire qu'on voit que ce type d'expérience, on arrive à des résultats qui sont indépendants des civilisations, des cultures religieuses, des cultures tout court. Il y a une autre chose peut-être, au début vous avez dit, eh bien, ça montre que finalement n'importe qui placé dans les mêmes situations pourrait faire la même chose. Ensuite vous avez dit, c'est 80%, voilà, il y a ce partage entre les obéissants et les désobéissants. J'avais en tête les 2 tiers en gros, voilà. Mais les 20 ou 25% ou 30% qui restent ne sont pas insignifiants non plus. Je pense qu'il faut faire attention à penser que c'est précisément pas tout le monde, malgré tout. Si tout le monde faisait cela, il n'y aurait plus de problème moral. C'est-à-dire, si tout le monde se comportait comme cela, il n'y aurait aucune raison de sanctionner moralement ceux qui se comportent mal ou ceux qui, voilà, puisque ce serait le lot commun de l'humanité entière. Donc cette question du résidu n'est pas sans intérêt, je trouve, et ça prouve qu'il y a quand même toujours des gens qui trouvent en eux la capacité de raisonner de façon autonome, de résister à l'autorité, voilà. Mais le fond reste néanmoins, je pense, tout à fait intéressant, et c'est quelque chose qu'on observe dans toutes sortes de domaines. Il n'y a pas besoin de reproduire forcément des expériences aussi sophistiquées. J'ai interviewé il y a 2 semaines un sociologue, Christian Morel, sociologue français, qui s'intéresse aux décisions absurdes. Toutes les décisions absurdes qui sont prises dans les entreprises. Moi, dans le cadre de cette interview, je m'étais intéressé au cas des guides de montagne sur lesquels il avait travaillé, parce qu'on a eu le drame d'Arola, voilà, puis des fois, des décisions sont prises dans des circonstances particulières, et c'est son métier, il s'interroge sur les décisions absurdes. Mais c'est quelque chose qu'on observe dans les hôpitaux, par exemple, le cas d'une infirmière qui voit très bien que le chirurgien a laissé un pansement dans le patient, qu'il l'a oublié, etc. Elle ne le dit pas par crainte de l'autorité du chirurgien. Enfin, on sait que ces relations-là sont extrêmement hiérarchisées dans les hôpitaux. Et voilà, dans la vie ordinaire, ces choses-là se passent également, et donc on pourrait aussi décliner comme ça toute une gamme de situations dans lesquelles on se trouve. Mais je pense qu'en effet, le point fondamental que vous avez mis en évidence, c'est celui le point de départ. Je pense que c'est vraiment... la question de fond, c'est la persistance d'une personnalité stable. Est-ce qu'on a une personnalité qui
C'est la tentation de le croire, évidemment, qu'on a une sorte de noyau dur et puis qu'en toutes circonstances, voilà, il reste ce noyau dur. Je pense qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une illusion caractériologique, qu'on aurait un caractère qui nous resterait comme ça. Je crois qu'en effet, alors c'est le point fondamental, je pense que ça détruit pas mal cette illusion-là. Mmh. Oui, c'est ça, c'est l'idée qu'on a que tout ce qu'on fait du sens. Que tout ce qu'on fait à travers sa vie crée un fil rouge de raison. Donc on peut toujours expliquer la cohérence de sa propre histoire, sa propre identité. On assume que tout ce qu'on fait est sur sa propre contrôle. Mais c'est pas comme ça, la vie. Hein? Normalement, c'est pas comme ça. Le contexte est toujours plus grand, plus puissant que la raison. Et les routines qu'on développe, qui sont le résultat du contexte dans lequel on est, du feedback qu'on a eu, les routines poussent l'homme à prendre des décisions sans penser. On est sur autopilote. La vaste majorité des décisions sont faites sur autopilote. Mais quand même, comme vous dites, un tiers des gens, ils ont refusé de presser les boutons jusqu'à la fin. Donc il y a de l'espoir. La seule, pour l'humanité. La seule chose qui est un peu frustrante, c'est qu'on n'a pas trouvé des traits de caractère qui distinguent les gens qui refusent des gens qui ne refusent pas. Il y a une chose qu'on a trouvée qui était un déterminant pour la décision, pour la tendance de plutôt tuer ou plutôt résister. Et ce trait, c'était la religiosité des gens. Donc, plus quelqu'un a une grande religiosité, plus il va dans une des deux directions. Tuer, obéir de plus ou de moins. Et on devrait croire que la religiosité protège contre cette tendance, mais c'est l'inverse. Plus une personne est religieuse, plus elle va obéir au professeur qui dit continuer avec les boutons. Et on a expliqué ça par le fait que quelqu'un qui est très religieux a déjà internalisé l'importance d'autorité. Et c'est juste une autre autorité, un médecin au lieu de Dieu qui donne des ordres dans ce contexte spécifique. Mais quand même, 30% n'ont pas obéi, mais il serait dangereux de dire, voilà, moi je serai en tout cas parmi ces 30%. On ne sait pas. On ne sait pas. La question de la religion et des valeurs religieuses que l'on en sait est tout à fait intéressante. Là aussi, je pense qu'il y a une illusion très forte. Et cette illusion a été illustrée par une enquête américaine qui a été commandée par une fondation religieuse. Et cette enquête, on l'avait faite sur 1200 enfants. Et la question était de savoir, pour une partie, où je crois que pour moitié, ils appartenaient à des familles où ils avaient été éduqués ils avaient reçu une éducation religieuse stricte, et les autres étaient des familles athées dans lesquelles la religion n'avait aucune importance. Et ces enfants, on les a testés sur leur capacité, sur le plan moral, leur générosité par exemple, est-ce qu'ils sont plus enclins que d'autres à partager, leur capacité à pardonner, etc. Alors la fondation religieuse, évidemment, j'imagine, attendait des résultats qui devaient conforter l'idée que quand même, quand on était élevé dans des valeurs religieuses, on va les garder et ça fait plutôt du bien. Ben, les résultats étaient exactement l'inverse. En réalité, les enfants qui avaient été élevés dans des familles athées avaient une capacité à montrer leur générosité qui était plus grande, etc. Et donc, au fond, en l'occurrence, on pourrait tirer la conclusion que le fait de ne pas être élevé dans des valeurs religieuses accroît la bonté humaine, d'une certaine manière. Alors après, évidemment, je crois que ce ne soit pas en tant que tel. Il faut se garder, je pense, de tirer des conclusions trop rapides. C'est sans doute pas les valeurs religieuses en tant que telles qui sont forcément à mettre en cause là-dedans, mais la confiance que l'on fait. À partir du moment où on vit dans cette idée, on peut se sentir immunisé d'une certaine manière contre le mal. Et je crois que c'est surtout ça que montrait l'étude américaine. Et on sait aussi que si le problème c'est l'autopilote, donc on prend des décisions sans penser, une des réponses pour réduire le risque d'être pris dans une telle dynamique, c'est ce qu'on appelle en anglais le mindfulness, donc la capacité de
penser de revenir, de se tirer dans les routines et se poser des questions critiques, réfléchir sur soi-même, hein, ce qui n'est pas facile. Mais pour compliquer l'histoire, l'autorité n'est pas la seule forme de pression psychologique qui explique le mal comportement des êtres humains dans des contextes sociaux. Il y a d'autres pressions, comme par exemple la pression de groupe, hein. Et vous avez une histoire à raconter sur ça. Oui, enfin, c'est surtout l'historien Christopher Browning qui l'a raconté. Quand on a préparé la discussion, c'est vrai que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé et que je trouvais intéressante. C'est une étude d'histoire qui a été faite sur un bataillon de la police allemande qui s'appelle... Je cherchais, voilà, le nom de ce... Enfin, c'est des réservistes. C'était pas des militaires, c'était un bataillon de police réservistes qui, en 1942, a été envoyé sur le front de l'Est. Et ces gens avaient une origine commune, ils venaient de Hambourg, ou de la région de Hambourg. Ils étaient en règle générale plutôt âgés, pères de famille, commerçants, fonctionnaires, voilà, des professions diverses, mais plutôt modestes. Des gens qui n'étaient pas des militants, qui n'avaient pas été comme ça pris dans le militantisme nazi, qui n'étaient pas au premier rang de cela. Et puis qui, en 1942, ont été envoyés en Pologne, donc à l'arrière du front. C'est des gens qui n'ont jamais combattu, hein, non plus, qui n'ont jamais été confrontés à, comme dit Christopher Browning, ils n'ont jamais tiré un coup de feu par colère. Parce que quand on est au front, les choses se passent un peu différemment. Quand on voit tomber les gens, ses proches, etc., enfin là, les comportements, et tout se défait un peu différemment. Mais ça n'a pas du tout été leur cas. Et puis, pratiquement du jour au lendemain, quand ils sont arrivés en Pologne, leur officier leur a demandé de liquider un village juif. Il y avait là, je crois, 3500 personnes. Et l'officier, chose assez curieuse, qui leur a dit ça, était en larmes en leur disant cela, il faut liquider ça, tellement ça, à lui, ça lui semblait une chose horrible. Et il a donné la possibilité à ce bataillon, qui était composé de 500 hommes, il leur a donné la possibilité à ceux qui le souhaitaient de ne pas le faire, disant voilà, eh ben ils l'ont fait. Il y a eu, je crois, on évalue à 10% de ceux qui ne l'ont pas fait, en l'occurrence. Ils l'ont fait. Pourquoi on sait si bien tout cela? Parce que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ce bataillon, en fait, après la guerre, dans les années 60, en République fédérale allemande, a été jugé. Donc, ils sont tous... 125 d'entre eux sont passés devant un tribunal, et 125 d'entre eux, donc, ont donné leur version, ont raconté ce qui s'était passé. Il y a eu, donc, cet événement que je mentionne, et après, j'essaie de dire le chiffre exact qui me semblait apparaître sur... Finalement, ils vont assassiner ces gens-là, 3800 juifs, ont déporté 45 000 autres vers les chambres à gaz, donc au total 83 000 victimes pour ces 500 hommes pendant toute leur période de la guerre. Donc ces gens ont basculé du jour au lendemain, pratiquement, sans y être préparés, ils sont devenus des tueurs du jour au lendemain. Alors comment c'est possible ? Eh bien, ce qui apparaît justement, c'est qu'en l'occurrence, la soumission à l'autorité n'est pas le critère déterminant. Leur officier leur avait offert une échappatoire. Il pouvait ne pas le faire. Et qu'est-ce qui a été précisément dans ce cas-là déterminant? C'est à l'inverse, c'est pas l'autorité, c'est pas le statut supérieur de quelqu'un, ce sont les égaux, ce sont les pairs, ce sont ceux qui étaient autour. Dans tous les témoignages, ils disent oh, on l'a fait parce que voilà, on voulait pas laisser le sale boulot aux copains, quoi, en gros. Et puis on voulait pas paraître lâche. Et puis il y avait presque la tentation, au fond, de transformer, y compris ce qu'ils avaient fait, en position vertueuse. J'ai montré que j'en avais moi aussi et que... voilà, mais toute l'explication tourne là autour et il y avait quand même de façon plus rationnelle, je pense, la crainte d'être ostracisé chez eux, d'être mis en marge du groupe, mais on voit que le conformisme est quelque chose alors qui est tout autant que la soumission à l'autorité est susceptible de transformer, pas n'importe qui peut-être, mais énormément de gens, du jour au lendemain, en tueurs, et je trouve que le cas de ce groupe et de l'étude de Christopher Browning est à cet égard extrêmement intéressante. Oui, et il y a une chose qui est intéressante, si on regarde les expériences sur la psychologie sociale
des années 50-60. Stanley Milgram, qui a fait l'expérience sur l'obéissance, il était juif. Et sa motivation, c'était de comprendre le génocide. Mais avant lui, c'était un autre qui a commencé avec ce type d'expérience, c'est Solomon Asch, aussi un juif, qui était intéressé ou motivé par la même question. Comment est-ce qu'on peut expliquer le génocide? Et lui, il n'était pas intéressé trop dans la pression d'autorité, mais ce qui lui intéressait, c'était le dynamisme des groupes. Donc, comme Milgram, il plaçait une annonce dans les médias, cherchant des gens qui participent à une expérience. Les gens arrivent, sont toujours 5, 6, 7 dans la salle, et Solomon Asch pose une simple question aux gens dans la salle. Il leur montre 3 lignes de tailles différentes et une autre ligne. Et il pose la question, quelle des 3 lignes correspond en taille à cette ligne-là? La réponse était facile. Il y avait une ligne qui clairement correspondait à cette ligne. Mais dans la salle où on avait 5, 6, 7 personnes, seulement une personne venait à cause de l'annonce dans les médias. Les autres 5, 6, 7 étaient membres de l'équipe. La personne de l'extérieur ne savait pas. Et cette personne était toujours la dernière à répondre à la question. On peut regarder ça sur YouTube, c'est assez marrant. Et les autres 5, 6, 7 étaient instruits à donner une fausse réponse. Donc ils regardaient les 3 lignes et ils disaient, voilà, c'est pas facile, mais je pense que c'est la première. Et c'était clairement faux. Et la deuxième personne, première. Et la question pour Solomon Asch, c'était, qu'est-ce que la dernière personne, la personne innocente, va répondre? Vu qu'il y a une tension entre la perception ou la réponse du groupe et la raison. Et son idée ou son espoir, c'était que la raison va gagner. Mais ce qu'il voyait après 2, 3 exercices comme ça, 2/3 des gens suivent le groupe. Dans le debriefing, après l'expérience, il posait la question aux participants, pourquoi est-ce que vous avez donné cette réponse? Et leur réaction était très intéressante. La vaste majorité des participants disaient, comme tout le monde était d'accord sur la ligne, moi je pensais que moi j'avais un problème, que moi j'avais mal compris la question, que moi mes yeux ne marchent pas très bien. On a la tendance, et ça c'était le résultat un peu plus effrayant de l'expérience, on a la tendance de dire si tout le groupe est cohérent dans leur opinion, et moi j'ai une autre opinion, de chercher la faute en soi. On ne défie pas l'opinion du groupe. Imaginons maintenant que dans la réalité, on n'a pas ces 2 types de pression séparées, pression de groupe, pression d'autorité, mais on a un mélange. Et si l'un des 2 est déjà tellement forte, des 2 pressions, on peut imaginer la puissance du mélange des 2. Cette expérience est extrêmement intéressante. Elle me rappelle une chose que m'avait dit une œnologue un jour pour l'appréciation du vin. Elle me disait, le premier qui donne son avis, il fait la loi, tous les autres vont le suivre, quoi. Et je pense qu'il y a souvent des choses comme ça dans la vie quotidienne. En effet, la vie quotidienne, je pense que l'imitation est sans doute une des choses les plus fondamentales. Un penseur comme René Girard a construit une œuvre immense sur l'idée d'imitation. Et je pense que l'être humain est un animal qui imite beaucoup. Alors, c'est pas le seul animal à le faire, mais je pense que c'est fondamental. Et c'est vrai que la vie quotidienne est au fond remplie de... Enfin, tout ce qu'on a évoqué, là, je pense qu'il y a des échos qu'on peut retrouver dans la vie ordinaire. Et la télé-réalité, par exemple, ça me frappe. Quand on parlait de Milgram, la télé-réalité est milgramienne, souvent. C'est-à-dire, on utilise les mêmes mécanismes, on prend quelqu'un, on le transpose dans une autre situation complètement différente, une ferme, une île remplie de moustiques ou Dieu sait quoi d'autre. Et puis voilà, les gens ont des réactions soumises à... Et dans un autre environnement que leur environnement habituel, ont des réactions qui sont en effet sans doute différentes. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est qu'on le masque.
c'est que le discours de la télé-réalité, c'est toujours « soyez vous-même ». C'est toujours ça le message qu'on fait passer, que ce serait une sorte de révélateur de la personnalité profonde, etc. Je pense que c'est exactement l'inverse. En réalité, elle s'inspire en effet plutôt de Milgram pour, en mettant des gens dans des contextes différents, révéler celui que la situation construira, fabriquera. Et je pense qu'on se fait toujours avoir, d'une certaine manière, parce que le discours de la télé-réalité, c'est vraiment ça. Enfin, tout ce dont la manière dont on en parle dans les journaux, dont on commente la performance de telle ou telle personne dans tel ou tel jeu, c'est toujours sur ce qu'il est lui-même, quoi. Et il y a une autre expérience qui montre ça, que c'est tous ces dynamismes qui développent autour des gens qu'on met dans une situation exceptionnelle déterminent leur comportement. C'est l'expérience de Philippe Zimbardo qui, en 1974, a mis, encore une fois, une annonce dans les médias qu'il cherche des jeunes hommes à participer dans une expérience sur la vie de prison. Donc les jeunes gens arrivent, 18, 19 ans, et il a créé une prison, la simulation d'une prison sur le campus de son université à Stanford. Et il dit aux jeunes gens, voilà, il faut se différencier en deux rôles maintenant, des gardiens de prison et de prisonniers. Les gardiens, ils recevaient des uniformes et des boutons, et on dit comment, des sticks, c'est quoi en français? La cravache. Voilà. Et des lunettes de soleil. Et les prisonniers, ils étaient dans des vêtements assez simples, avec une chaîne autour d'un pied. Et ils voulaient observer leur interaction pendant 2 semaines, avec des caméras cachées, avec des microphones cachés dans les couloirs, dans les celles. Et ils devaient interrompre l'expérience après 6 jours, parce que c'était hors de contrôle. Les prisonniers, ils se confondaient mentalement, et les gardiens, ils devenaient toujours plus sadistiques dans leur comportement. Et la conclusion de Zimbardo, c'est que voilà, la situation est plus forte que l'homme. Si on met des jeunes gens à la moyenne dans un contexte pathologique, ils vont devenir fous. C'est le contexte qui explique le comportement, ce n'est pas le caractère. Donc voilà, on a toute cette recherche, mais quand même, quand on regarde un scandale, n'importe lequel, on essaie, c'est presque un réflexe, on essaie de comprendre pourquoi cette personne-là se comporte d'une manière tellement méchante. Et on dit, voilà, c'est parce que c'est une personne méchante. Et c'est aussi un peu la faute des médias, peut-être, qui vivent de trouver la méchanceté dans le caractère de quelqu'un qui a fait une erreur. Alors là-dessus, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vois que le temps passe et que vous avez peut-être des questions à poser ou vous souhaitez... Est-ce que dès l'enfance, on ne favorise pas plutôt l'esprit de soumission que l'esprit de rébellion? Que ce soit à l'école, après au collège, les études, après au service militaire, ce qu'on développe ou ce qu'on impose, c'est plutôt l'esprit de soumission et pas tellement l'esprit de rébellion. Sur ces modèles qui ont été faits, ces expériences qui ont été faites, il y a une émission de la télévision romande qui est passée la semaine passée, qui s'appelle Dans la tête de, où il y avait cette expérience des traits, lequel de ces traits ressemble le plus à l'autre. Dès qu'une personne des complices se met du côté de l'innocent, très vite, les choses se rétablissent. Oui. Donc, est-ce que finalement, on ne devrait pas développer davantage l'esprit rebelle? Des choses comme ça. Est-ce qu'on peut éduquer à l'esprit rebelle? Je ne sais pas, c'est peut-être un oxymore, une contradiction dans les termes. Je ne sais pas, mais je pense sur le fond, vous avez raison. C'est-à-dire, en effet, quand on se pose la question des raisons pourquoi les gens dans l'expérience de Milgram se comportent comme ça, une des premières raisons qu'on peut avancer est en effet le type de socialisation qu'ils ont reçu. C'est-à-dire que ce soit l'école, la famille ou le service militaire, on est en effet dans chacun de ces cas porté à l'obéissance. Mais il y a peut-être des raisons, enfin, je me dis également plus profondes. Il peut y avoir des raisons fondamentalement... un darwinien vous dirait que la capacité de s'adapter à la hiérarchie
est un avantage évolutif. C'est-à-dire, ça favorise votre survie. Et donc, finalement, c'est peut-être aussi inscrit très profondément en nous, au-delà de l'humanité elle-même, dans la chaîne. Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas ce que vaut l'argument, mais on peut, il me semble en tout cas, faire cette hypothèse. Oui. Le groupe sauve. Mais peut-être 2 mots sur ça. Moi, j'ai 2 garçons dans le système scolaire public de Lausanne et je souffre énormément parce que c'est le système qui punit la créativité, les questions critiques, parce que c'est le design de l'école publique de Lausanne, c'est créer des gens qui obéissent. Et si un enfant pose trop de questions, les parents sont invités par le prof en disant votre enfant dérange l'enseignement parce qu'il pose trop de questions. Moi, je trouve que c'est un système horrible parce qu'à la fin, ils arrivent chez nous à l'université, ils sont tous entraînés à apprendre par cœur d'une manière géniale, mais ils ne peuvent pas penser. Ils ne peuvent pas s'engager dans des réflexions un peu plus critiques. Ils n'osent pas poser des questions, ils n'osent pas parler devant les autres. Oui, on a détruit les enfants. On a détruit les... Et il faut dire, ceux qui arrivent sont les 15 à 20% qui survivent l'école. Parce que d'autres sont déjà supprimés avant. Hein, parce que la politique, c'est seulement 20% des jeunes doivent aller au gymnase. Ou doivent avoir un bac. Ça veut dire qu'à 80% des étudiants, des jeunes, on doit dire chaque jour, toi tu es nul. Tu ne réussis pas. Et on voit les résultats chez nous. Je crois que vous souhaitiez... Oui, je me demande si on peut pas remonter peut-être un peu plus loin, parce que fondamentalement, quand Homo sapiens s'est distingué des autres hommes qui existaient, qui avaient pas tout à fait la même origine que lui, il a réussi à dominer les autres parce qu'il avait une soumission globale, non pas au groupe qu'il connaissait personnellement, dans lequel il avait une relation personnelle, mais il avait la notion d'appartenance à un groupe beaucoup plus grand, ce qui fait qu'il arrivait à mener des combats, mener des actions et des mouvements de population sur des échelles beaucoup plus grandes, et les gens se reconnaissaient entre eux contre, je ne sais pas, n'importe quel prédécesseur. Et depuis ce temps-là, c'est le darwinisme, depuis ce temps-là, ceux qui ont survécu, c'est les gens qui étaient capables de s'adapter à une certaine autorité. Les autres sont morts, ouais, les autres ont disparu. Mais depuis voilà, très longtemps, par cette chose-là, finalement, on se distingue du grégarisme parce qu'on ne peut pas l'être, parce qu'on est très fiers, les hommes sont très fiers d'eux-mêmes, mais finalement, est-ce qu'on l'est pas? Quand on voit, c'est vrai, quand on voit les mouvements de guerre, quand on voit tout ce qui est dans l'Antiquité jusqu'à maintenant, il y a toujours eu des mouvements où les gens obéissaient spontanément, c'est comme on dit, là, ça a toujours été, ça. C'est pas un comportement hérité génétiquement, qu'on pourrait le retrouver peut-être, une situation. Alors là, vous m'entraînez un peu loin, là, en tout cas avec le mot génétique. C'est plutôt culturel, je dirais, c'est pas génétique, mais vous avez raison. L'Homo sapiens se distinguait des autres animaux par la capacité de s'organiser dans des grands groupes. Et la raison pour laquelle il pouvait s'organiser dans des grands groupes, c'était le fait qu'il pouvait obéir à des règles. On pouvait obéir à des règles même si le leader du groupe n'était pas présent. Donc la règle en soi était déterminante. La conformité de groupe et le fait qu'on a des leaders qui donnent les règles, ça a donné un avantage énorme dans l'évolution. Mais en même temps, le point de départ, ce n'était pas obéissance aux règles. Le point de départ, c'était que Homo sapiens était capable de transcender le présent, de voir, je ne sais pas, dans l'arbre, ses ancêtres, d'imaginer. Donc l'imagination, qui est la créativité, qui est le fait qu'on agit contre le groupe, parce qu'on a des idées au-delà du groupe. Ça, c'était le début. Donc quelqu'un a des idées sur l'avenir, sur le passé, qui raconte des histoires, et ces histoires deviennent déterminantes pour les convictions du groupe. Donc c'est toujours le mélange entre quelqu'un qui n'obéit pas, mais qui a ses idées, ses imaginations individuelles, qui détermine le comportement des groupes, qui manipule les histoires dans lesquelles les gens croient. Et l'obéissance. Hein, comme Aristote disait toujours,
l'idéal, c'est le milieu entre ces deux extrêmes. Toujours. C'est pas toujours obéir ou jamais obéir, c'est la balance. Et cette balance, ça c'est un art. La démocratie. C'est la démocratie. Oui. D'autres questions? J'ai une question. Vous nous avez parlé du mal qui vient de la pression de l'autorité, de celui qui vient de la pression du groupe. Mais par exemple, dans des entreprises, dans des affaires comme celle de Volkswagen, est-ce qu'on a étudié une autre forme de dérive vers le mal qui serait la négociation, qui se passe petit à petit? Comment font les gens pour se mettre d'accord? Un petit clin d'œil, un sous-entendu. Comment on fait pour aller vers une décision non éthique quand il n'y a pas soit une pression depuis le haut, soit la pression du groupe? Est-ce qu'on sait ça? Ça, c'est une excellente question. Et Milgram nous donne une réponse à ça. Milgram montre que quelqu'un qui donne un choc électrique de 15 volts, il sait que c'est peut-être pas bien, parce que l'autre réagit avec de la douleur. Mais si je vais de 15 volts à 30 volts, ce que je fais pour rationaliser cette décision, c'est je fais la comparaison entre les 15 volts et les 30. Je ne fais pas la comparaison entre les 30 et le point de départ. Et plus vous avancez, plus vous êtes dans une dynamique de changement avec des petits pas, où on fait la comparaison seulement des derniers pas. Si je donne un choc électrique de 150 volts, je fais la comparaison entre 150 et 135. Et je pense, voilà, c'est juste un peu plus. Mais au fil du temps, on oublie qu'une fois, on s'est posé des questions. On avait ce scandale de Enron au début des années 2000. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais une des personnes qu'on a arrêtées dans ce scandale disait « Tu triches une fois et ça pue. Tu triches encore une fois, ça pue déjà moins. » Et moi, j'ajouterais « Et on continue à tricher et ça pue plus. » On oublie. Et moi, j'appelle ça aveuglement moral. À un certain point, on oublie que ce qu'on fait, c'est pas juste. Si on regarde la Tour de France, Lance Armstrong, Jan Ullrich, qui disent tous les deux, oui, j'ai utilisé le doping, mais j'ai pas triché. Dans leur tête, ce qu'ils faisaient, c'était correct. Parce que si tout le monde le fait, moi je le fais aussi. C'est injuste de ne pas le faire. Donc on peut créer dans sa tête une narration de rationalisation qui rend la décision immorale tout d'un coup une décision morale. Comme ça, c'est tout le contexte de ce qu'on définit comme normal change vers le côté obscur de la force, et moi je ne réalise plus. C'est ça le risque. Je trouve intéressant ce que vous disiez sur l'expérience de Milgram, sur la manière dont il se réfère non à l'ensemble de l'expérience qu'ils sont en train de vivre, mais uniquement à un fragment de cette expérience-là. Et ça me rappelle que cette question a été posée aussi dans le cadre des études sur le génocide. L'historien Raoul Hilberg, notamment, qui est vraiment un des grands historiens de l'extermination des Juifs d'Europe, lui insiste énormément sur cet aspect-là, précisément. Le fait que l'extermination a été rendue possible par la décomposition de ces étapes et leur inscription dans un processus bureaucratique. Voilà, donc quand vous êtes dans un bureau en train d'organiser les trains de déportation, quand vous êtes même dans la locomotive en train de... Vous n'êtes que dans la petite séquence qui vous intéresse, et cette décomposition fait perdre de vue le sens de ce que vous êtes en train de faire, en effet. Et je pense que c'est quelque chose qui se retrouve là pour le coup. Oui. Il y a un livre très intéressant, c'est les mémoires des années 20 de Sebastian Haffner, un historien allemand qui en 1933 a quitté l'Allemagne pour aller au Royaume-Uni. Et il disait que le moment où il a compris qu'il doit quitter l'Allemagne, c'était où, pour la première fois, il avait accepté
dans un discours avec des officiers de la SA, leur catégorisation de juifs et ariens. Parce c'était le jour où les juifs ne pouvaient plus travailler, et lui était un avocat, il était dans son bureau. La SA arrive pour chasser tous les juifs du travail, et ils étaient devant lui, et il lui posait la question, est-ce que vous êtes un juif ou un arien? Et il répondait arien. Et là, il dit, après, voilà, ça c'était le moment où j'avais la honte, parce que j'ai vu que j'ai joué leur jeu. On commence, et on a vu ça dans les génocides aussi, hein, Tutsi, Hutu, Arien, Juif, ça commence avec des catégories, qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur. Ça continue avec des catégorisations des caractéristiques des gens à l'intérieur et à l'extérieur. Et au fil du temps, on crée un monde artificiel des catégories. Et après, à partir de ce moment-là, c'est facile de dire, voilà, ils nous menacent. Il faut faire quelque chose. Il s'agit évidemment d'exclure de la catégorie de l'humanité. Alors là, il y a ce qu'on sait, c'est que souvent ça passe par l'animalisation. On exclut de l'humanité en animalisant. J'espère qu'il ne m'en voudra pas, je suis de dire ça, mais... voilà donc ces métaphores que l'on connaît sur la dératisation, exterminer comme des poux, etc. Mais également la réduction à l'objet, c'est une chose qui m'avait frappé dans le très grand livre qu'avait écrit Primo Levi, Si c'est un homme, où il raconte sa propre expérience, son séjour à Auschwitz. Et il raconte cette scène que je trouvais tout à fait significative, d'un jour où il était avec un des gardiens du camp, je ne sais plus ce qu'il devait faire, il remue une barrière, je crois, et le gardien se salit la main, il a de la boue dans la main, comme ça, et en fait il s'essuie sur Primo Levi, mais sans mauvais intention, il ne faisait plus partie de l'humanité, il était un objet, il était devenu une sorte de pâte avec laquelle on peut s'essuyer, etc. Mais on était là dans quelque chose qui était bien en-delà de la haine, etc. Enfin, on était dans la pure exclusion et la réduction même, pour le coup, pas à l'animal, mais à l'objet. Et j'ai trouvé ça, c'est évidemment un des mécanismes qui fonctionnent... Voilà, mais c'est la plus vieille histoire de l'humanité. Enfin, l'homme était, cela dit, c'est un mot qu'on employait pour désigner les gens de sa tribu à l'origine, puis la tribu d'à côté, c'était déjà plus les hommes. Mais... Moi, je trouve que ça serait dommage de ne pas aborder justement le problème de la désobéissance civile qui illustre exactement l'inverse et qu'on utilise beaucoup actuellement pour l'antispécisme. C'est un bon moyen justement de montrer qu'on peut faire autrement. Je ne sais pas comment, je ne sais pas avec quelle personnalité, mais c'est très intéressant de voir qu'on peut promouvoir. C'est juste. Et ça, c'est un avantage de la recherche qu'on a discuté. Tous ces facteurs, pression de groupe, pression d'autorité, pression de rôle, Zimbardo, ça pourrait en principe créer l'effet inverse. On peut provoquer un comportement d'héros dans les gens si on utilise les mêmes pressions psychologiques, les mêmes critères, la même approche pour parler à l'inconscience de l'homme. J'étais à la plage de Lutry hier et j'ai vu un signe qui disait 97% des gens qui viennent ici jettent leurs déchets dans la poubelle. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais on appelle ça nudging. Nudging veut dire qu'on profite de la pression de groupe. Et c'est un paradoxe. Si j'observe que les autres jettent leurs déchets dans la poubelle, je le fais aussi. Juste le fait que je lis le signe peut me transformer dans quelqu'un qui jette les déchets dans la poubelle. Donc, les mêmes effets de pression de groupe, d'autorité, etc., peuvent avoir un impact positif. Le problème, c'est que la recherche qu'on a montre juste l'autre dynamique. Mais en principe, ça ouvre des options, évidemment. Et Zimbardo, celui qui a fait l'expérience avec les prisonniers, il a créé un projet qu'il appelle activer l'héros en moi. Et son idée, c'est si on entraîne les jeunes à partir de l'école, chaque jour, en disant, voilà, un jour, toi, tu dois être un héros.
le jour où ça arrive, l'option, ils vont être un héros parce que ça va activer cette idée qu'ils ont été utilisés depuis le début pour les entraîner. Donc, il y a de l'espoir. On ne risque pas, dans un cas comme ça, si on stimule l'individualité dans la création d'un groupe ou d'une société, de créer des gens avec un égo monstrueux qui s'opposent stupidement les uns aux autres pour créer leur propre individualité. Parce que dans un groupe, moi si j'ai affaire à beaucoup de gens, je veux absolument avoir raison, je me crée un personnage moi-même, j'imagine un personnage comme quoi je suis un héros, et que l'autre n'a pas raison de moi. Alors finalement, il n'y a aucune possibilité d'avoir un groupe formé par des héros. Il y a des héros, il y a des chefs. Un héros, c'est toujours un chef, ils sont jamais nombreux. Vous avez des groupes fragmentisés, comme aux États-Unis maintenant. Vous avez des gens qui veulent soutenir un set de valeurs contre des groupes qui soutiennent un autre set de valeurs, qui peuvent plus se parler parce qu'ils ne chevauchent plus une histoire partagée, une narration partagée. Donc, on a cette risque. Donc, pour cela, j'ai dit, voilà, être un individu et être membre d'un groupe, les deux, c'est nécessaire. Parce que chaque des deux peut être dans un extrême qui crée des monstres. Si je vais dans l'extrême de l'individualisme, je crée les traders dans les banques qui pensent que l'univers, c'est eux. Et moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Le narcissisme. De l'autre côté, si on crée un système où l'individu disparaît, Corée du Nord, ça ne va pas non plus, parce que vous avez des robots qui vont faire tout ce qu'il faut faire pour suivre les ordres. Pour cela, on doit trouver le mélange sain entre appartenir et être différent. Et dans chaque société, on lutte chaque jour cette guerre interne, mais aussi des groupes, entre être trop individuel et trop cohérent. Une équipe comme le professeur Keller, qui n'est pas loin d'ici, pense que la meilleure des sociétés, c'est la société des fourmis. Oui. Je l'ai vu. Qui a souvent été présenté comme un modèle pour la société des hommes, d'ailleurs. Si les fourmis avaient des états d'âme, il m'a dit non. Ouais. J'ai mes doutes, mais ça c'est autre discussion. J'aimerais peut-être quand même ajouter une chose avant de terminer. On termine à 1h, c'est ça? Oui. Parce que vous aviez parlé des médias quand même, comme c'est un monde que je connais assez bien, et la manière dont les médias, et on avait terminé là-dessus avant d'ouvrir la discussion, c'est la manière dont les médias traitent le mal. Alors, en effet, c'est une chose que j'observe de près, souvent dans mon travail au matin dimanche. Je crois que les médias partagent simplement l'illusion commune sur le caractère et la stabilité du caractère. À cet égard, je ne pense pas qu'il faille les accuser trop fortement. C'est pas que je vais les défendre à tout prix, mais je pense vraiment qu'on est dans l'illusion commune et qu'est cette illusion de la stabilité de la personne, précisément. Je trouve que ça s'illustre très bien quand quelqu'un commet un acte absolument horrible, monstrueux. Comment on réagit? Les médias, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils partent de l'acte commis et ensuite ils vont chercher le passé de la personne et puis chercher au fond la cohérence entre le passé et l'acte commis. Évidemment, ça se passe rarement comme ça et puis on s'aperçoit toujours, les journalistes enregistrent bien souvent les mêmes témoignages. Ah ben non, vraiment, je me rendais pas compte. Ils disaient bonjour, merci, au revoir, un garçon sympathique, je comprends pas, etc. C'est arrivé notamment dans les affaires de djihadisme comme ça. Et il est très difficile, en effet, pour comprendre que dans bien des cas, ces djihadistes qui se font sauter, ils sont passés d'un monde à un autre, bien souvent. Ils sont passés d'un monde de petite délinquance, ils buvaient des bières, fumaient des joints avec leurs camarades. Tout à coup, se sont retrouvés dans ce monde extrêmement verrouillé du groupe djihadiste, dans lequel ils deviennent autres à cet égard également. Et ça sert à rien de les chercher... oui, je ne devrais pas dire ça, parce que je sais que ça va toujours se faire, on va aller chercher les proches, les témoignages, etc. Mais on voit bien ce désaccord. Et je dirais que d'une certaine manière, la manière dont les médias réagissent, ça me fait penser à ce roman très célèbre d'Albert Camus, L'étranger. C'est un roman en deux parties. La première partie, vous avez quelqu'un qui tue un arabe sur une plage, et voilà, il fait chaud, il n'y a pas d'explication qui est donnée. La deuxième partie, il est en prison, il est face à la justice.
que fait la justice? Elle reconstruit tout rétrospectivement à partir du meurtre. C'est-à-dire, ah bah ce jour-là quand même, vous aviez enterré votre mère, puis le soir même, vous êtes allé voir un film avec Fernandel, vous aviez le cœur à rire, et puis etc. Et tout est... je pense que ça fonctionne un peu de la même manière. Ce que je voulais dire quand même à travers ça, c'est aussi que la littérature a très bien exprimé ces choses-là avant les sciences humaines, à mon avis. Que vous preniez L'homme ondoyant et divers de Montaigne ou que vous preniez les romans de Marcel Proust, enfin la stabilité de la personne dans les romans de Marcel Proust est très... Enfin, il n'y en a pas précisément. Et donc voilà, quand même, je trouve que comme la littérature est quand même la chose à laquelle je suis le plus attaché, je voulais terminer avec ça. Absolument d'accord. Merci à vous. Merci.